Rejetée par l'armée flèche vers la droite héroïne pilote de chasse. Sarah Lynn ajustait les boulons du train d'atterrissage du Rafale avec une précision chirurgicale. Ses mains noires, tachées de graisse, manipulaient les outils avec une dextérité que peu de mécaniciens possédaient. Dans le hangar 7 de la base aérienne de Mont-de-Marsan, elle était connue comme la magicienne des moteurs, capable de diagnostiquer les pannes les plus complexes d'un simple coup d'œil. Pourtant, chaque matin, en voyant les pilotes enfiler leur combinaison de vol, une douleur sourde lui transperçait la poitrine. À 28 ans, Sarah portait encore les cicatrices de son rêve brisé. 3 ans plus tôt, elle avait été la meilleure cadette de sa promotion à l'école de l'air de Salon de Provence. Ses notes étaient parfaites, sa compréhension de l'aérodynamique exceptionnelle, et sa passion pour le vol dévorante. Mais lors de l'évaluation psychologique finale, le verdict était tombé comme un couperet. Candidate non adaptée au combat, profil psychologique inadéquat pour les missions à haut risque. Le rapport, qu'elle avait lu en cachette, mentionnait des tendances à l'hyperanalyse et une propension à la remise en question excessive des ordres. En d'autres termes, elle réfléchissait trop pour être un bon soldat. L'ironie était cruelle, son intelligence, qui faisait d'elle une mécanicienne hors pair, l'avait privée de son rêve de voler. « Sarah, tu peux venir ici une seconde ?» La voix du commandant Dubois la sortit de ses pensées. Elle s'essuya les mains sur sa combinaison et se dirigea vers le bureau vitré qui surplombait le hangar. « Oui, mon commandant ?» Dubois, un homme trapu aux cheveux grisonnants, la regardait avec un mélange de respect et de curiosité. « J'ai reçu un appel étrange du colonel Reeves. Il veut te voir immédiatement dans son bureau. Tu as une idée de ce que ça peut être ?» Sarah secoua la tête, mais son estomac se noua. Le colonel Reeves était le commandant de la base. Un homme réputé inflexible qui ne convoquait jamais les simples mécaniciens. Le bureau du colonel Reeves était spartiate, décoré uniquement de photos d'avions de chasse et de médailles militaires. L'homme lui-même était imposant, avec des yeux gris acier qui semblaient percer l'âme de ses interlocuteurs. « Asseyez-vous, sergent Lynn. » Sarah s'exécuta, gardant le dos droit malgré son appréhension. « J'ai fait quelques recherches sur votre dossier. » Commença Reeves en feuilletant un épais classeur. « Vos résultats à l'école de l'air étaient remarquables. Premier de promotion en navigation manuelle. Note parfaite en mécanique de vol. Compréhension exceptionnelle de la dynamique des aéronefs. » Il leva les yeux vers elle. « Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est ce que j'ai découvert dans les logs du simulateur de vol. Savez-vous combien d'heures vous avez accumulé en simulation depuis votre affectation ici ?» Sarah déglutit difficilement. Elle savait qu'elle utilisait les simulateurs en dehors de ses heures de service. Mais elle pensait que personne ne le remarquait. Je ne sais pas exactement. Mon colonel, 3200 heures. Sa voix claqua comme un fouet. 3200 heures. Sergent, nos pilotes de chasse certifiés en ont en moyenne 800. Vous en avez 4 fois plus. Le silence s'installa, lourd et oppressant. Mais le plus impressionnant, continua Reeves, c'est votre taux de réussite. 100% sur tous les scénarios, y compris les plus extrêmes. Pannes multiples, conditions météorologiques dégradées, situations de combat complexes. Vous avez maîtrisé chaque scénario, chaque panne, chaque malfonction possible. Sarah sentit ses joues s'empourprer. Mon colonel, je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer, l'interrompit-il. Ce qui m'amène à vous poser une question directe. Si je vous donnais une chance de voler en mission réelle, seriez-vous prête ? Le monde sembla s'arrêter autour de Sarah. Pardon, mon colonel ? Nous avons une situation critique. Le capitaine Moreau, notre meilleur pilote, est hospitalisé suite à un accident de moto. Nous avons une mission de reconnaissance urgente au-dessus de la zone contestée du Sahel. C'est dangereux, très dangereux. La zone est truffée de missiles solaires. Et les conditions de vol sont extrêmes. Il se pencha vers elle. Officiellement, je ne peux pas vous envoyer. Vous n'êtes pas qualifié, mais officieusement, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît ces appareils mieux que quiconque. 6 heures plus tard, Sarah se trouvait dans le cockpit d'un Rafale B, son cœur battant à tout rompre. La combinaison de vol lui allait parfaitement, comme si elle avait été conçue pour elle. Ses mains tremblaient légèrement sur les commandes, mais son esprit était d'une clarté cristalline. « Faucon 1, vous êtes autorisé au décollage », grésilla la voix du contrôleur dans son casque. Faucon 1, compris, décollage autorisé. Les réacteurs rugissent, et l'appareil s'élança sur la piste. Sarah sentit la poussée familière, cette sensation qu'elle n'avait connue qu'en simulation. Mais cette fois, c'était réel, l'avion quitta le sol, et elle fut enfin libre. Le vol vers la zone de mission se déroula sans incident. Sarah naviguait avec une précision millimétrique, utilisant ses connaissances théoriques pour anticiper chaque variation de vent, chaque turbulence, mais à l'approche de la zone contestée, les choses se compliquèrent. Faucon 1, nous perdons le contact radar. Vous entrez dans la zone vortex. La zone vortex était redoutée par tous les pilotes. Les conditions météorologiques y étaient si extrêmes que les instruments de navigation devenaient inutiles. Seuls les pilotes les plus expérimentés osaient s'y aventurer. Soudain, l'écran de navigation s'éteignit, puis l'altimètre. 1 à 1, tous les instruments tombèrent en panne. Merde, murmura Sarah, mais sa voix était étonnamment calme. Elle ferma les yeux un instant.
se concentrant sur les sensations de vol qu'elle avait perfectionnées en simulation. L'inclinaison de l'appareil, la pression sur les commandes, le bruit des réacteurs, tout cela lui parlait un langage qu'elle maîtrisait parfaitement. Naviguant à l'instinct pur, elle traversa la zone vortex et atteignit son objectif, la crête de la mort. Une formation rocheuse où se cachaient supposément des installations ennemies. C'est là que l'enfer se déchaîna. Les premiers missiles solaires jaillirent du sol comme des serpents de feu. Sarah les vit arriver sur son écran radar, l'un des rares instruments encore fonctionnels, et plongea instinctivement. Faucon 1 sous le feu ennemi. Je répète, sous le feu ennemi, mais sa radio ne répondait plus. Elle était seule, à des centaines de kilomètres de la base, dans un ciel hostile où la mort la traquait. Un missile explosa près de son aile droite. L'onde de choc secoua violemment l'appareil. Et Sarah sentit les commandes devenir molles. Un coup d'œil rapide au tableau de bord lui confirma ses craintes. Système hydraulique endommagé. Réacteur droit en surchauffe. Train d'atterrissage bloqué. Son Rafale était en train de mourir. « Allez, ma belle » murmura-t-elle à son appareil. Comme elle le faisait avec les avions qu'elle réparait. On rentre à la maison. Mais rentrer était plus facile à dire qu'à faire. Sans instrument de navigation et avec un appareil gravement endommagé. Elle devait compter uniquement sur sa connaissance théorique et son instinct. Elle se souvint des cartes qu'elle avait mémorisées. Des cours de navigation qu'elle avait suivis avec passion. Le soleil était à sa droite, ce qui signifiait qu'elle volait vers le nord. La base était au nord-ouest. Elle ajusta sa trajectoire, luttant contre les commandes récalcitrantes. Le voyage de retour fut un cauchemar. Le réacteur droit finit par s'éteindre complètement, forçant Sarah à voler sur un seul moteur. L'appareil perdait de l'altitude régulièrement, et elle devait constamment corriger sa trajectoire. Mais le pire était encore à venir. À 50 km de la base, le réacteur gauche commença à montrer des signes de défaillance. La température grimpait dangereusement, et Sarah savait qu'elle avait peut-être 10 minutes avant l'extinction complète. C'est alors qu'elle aperçut les nuages. Un mur de cumulonimbus s'étendait devant elle, obscurcissant complètement l'horizon. Voler à travers un tel orage avec un appareil endommagé relevait du suicide. Mais contourner l'orage lui prendrait trop de temps et de carburant. « Pardonnez-moi » murmura-t-elle, s'adressant autant à l'appareil qu'à elle-même. Elle plongea dans la tempête. L'obscurité l'enveloppa instantanément, la pluie martelait le cockpit. Et les turbulences secouaient l'appareil comme un jouet. Sarah ne voyait plus rien, n'entendait plus que le rugissement du vent et le gémissement de son réacteur mourant. Elle vola à l'aveugle, se fiant uniquement à son sens de l'orientation et à sa connaissance parfaite des caractéristiques de vol du Rafale. Chaque seconde était une éternité, chaque turbulence une menace de destruction. Puis, soudain, elle émergea de l'orage. Devant elle, comme un mirage, s'étendait la piste de Mont-de-Marsan. Tour de contrôle, ici Faucon 1, je demande un atterrissage d'urgence. Faucon 1, bon Dieu, où étiez-vous? Nous vous cherchons depuis des heures. Peu importe, j'ai un réacteur en panne. Système hydraulique défaillant, train d'atterrissage bloqué, je vais tenter un atterrissage sur le ventre. Un silence horrifié accueillit sa déclaration. Faucon 1, nous déployons les équipes de secours. Vous êtes sûr de pouvoir? J'y arriverai. Coupa Sarah avec une détermination qui la surprit elle-même. L'approche finale fut un chef-d'œuvre de précision. Sans instrument, Sarah dut évaluer sa vitesse et son altitude uniquement grâce aux repères visuels au sol. Elle connaissait par cœur chaque détail de cette piste pour l'avoir étudiée des centaines de fois. À 100 mètres du sol, le dernier réacteur s'éteignit, le Rafale devint un planeur de 20 tonnes. Et Sarah n'avait qu'une seule chance. Elle ajusta l'angle d'approche, compensant la perte de puissance par une trajectoire plus tendue. Le sol se rapprochait à une vitesse terrifiante, mais elle gardait les yeux fixés sur le point d'impact qu'elle avait choisi. L'appareil toucha la piste dans une gerbe d'étincelles. Le ventre du Rafale racla l'asphalte dans un bruit assourdissant. Mais Sarah maintint le cap. L'avion glissa sur plusieurs centaines de mètres avant de s'immobiliser enfin, à quelques dizaines de mètres seulement de la fin de piste. Sarah coupa tous les systèmes restants et resta immobile un instant, réalisant qu'elle était vivante. Quand Sarah sortit du cockpit, elle fut accueillie par une foule de mécaniciens, de pilotes et d'officiers. Tous la regardaient avec un mélange d'incrédulité et de respect profond. Le colonel Reeves s'approcha d'elle, son visage habituellement impassible marqué par l'émotion. « Sergent Lynn, dit-il d'une voix forte, assez pour que tout l'entende. Ce que vous avez accompli aujourd'hui dépasse tout ce que j'ai pu voir en 30 ans de service. Vous avez ramené un appareil condamné à travers des conditions impossibles, en vous fiant uniquement à votre instinct et à vos connaissances. » Il marqua une pause, regardant autour de lui. « Il y a 3 ans, on vous a dit que vous n'étiez pas faite pour le combat. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous êtes l'une des meilleures pilotes que cette base ait jamais connue. » Les applaudissements éclatèrent, sincères et nourris. Sarah sentit les larmes couler sur ses joues, des larmes de joie et de soulagement. « À partir d'aujourd'hui, » continua Reeves, « vous êtes affecté à l'escadron de chasse. Bienvenue chez les pilotes, Capitaine Lynn. » Sarah regarda autour d'elle, vers ces hommes et ces femmes qui l'acclamaient, vers cet avion qu'elle avait sauvé comme il l'avait sauvé. Elle pensa à tous ces simulateurs de vol nocturne, à toutes ces heures passées à rêver de ce moment. Parfois, les rêves brisés se reconstituent plus forts qu'avant.
Parfois, l'instinct vaut mieux que tous les protocoles. Et parfois, il suffit d'une seule chance pour prouver que les évaluations psychologiques ne peuvent pas mesurer la grandeur d'un cœur qui refuse d'abandonner. Sarah Lynn n'était plus seulement la magicienne des moteurs. Elle était désormais une pilote de chasse. Et elle l'avait mérité dans le feu et l'acier du ciel.